J'ai le plaisir d'accueillir Cathy O'Neill. Cathy O'Neill qui a débuté sa carrière à l'université. Elle a effectué son PhD à l'université de Harvard et un postdoc au MIT. Puis elle a été professeure au Barnard College. Elle a ensuite rejoint l'industrie de la finance et différentes startups. Et puis, désenchantée, elle a participé au mouvement Occupy Wall Street et a commencé le programme Lead en journalisme des données à Columbia. Elle a fondé récemment la société ORCAA, spécialisée dans l'audit des systèmes algorithmiques, et elle est l'auteure de Doing Data Science and Weapons of Math Destruction. Dear Cathy, let us explain. Chère Cathy, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que les biais de données, les défauts algorithmiques et comment est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur la démocratie? C'est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors, on m'a dit que c'était un petit peu difficile. La télécommande ne fonctionnait pas très bien. Alors, on nous dit que les algorithmes sont objectifs, fondés sur des faits. Et c'est ce que je croyais aussi lorsque je me suis rendue dans la finance, une fois avoir quitté mon poste à l'université. Je voulais que le monde fonctionne mieux. Et c'était pile poil quand il y a eu la crise. Et je me suis rendu compte que les algorithmes peuvent également avoir un effet néfaste. Ça peut être des mensonges mathématiques. Et c'est précisément ce qu'on s'est trouvé avec cette note triple A pour ce qui est des prêts hypothécaires, vous vous souvenez. Mais ils sont faux à partir du moment où il y a d'autres incitations. Si on ment en utilisant les chiffres. Et c'est ce qui s'est passé. Et le mensonge a marché parce que les gens ont peur des mathématiques. Ils se sentent intimidés. Et c'est pour moi une honte en tant que mathématicienne, parce que moi, je voulais vraiment que les maths permettent de mieux comprendre le monde et non pas de jeter la confusion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les finances, il y a de mauvais algorithmes qui sont créés et nous parlons de faits alors qu'il ne s'agit que d'opinions. Les algorithmes, ce sont des opinions traduites en code. Et je vais vous expliquer. Alors ça, c'est mon fils, Wolfie, qui donc à l'image. Et s'il y a vraiment un message que je voudrais faire passer, c'est celui-là. On utilise des algorithmes tout le temps. Ce ne sont pas des tests algorithmiques qu'il faut passer. Ça correspond à des choses que l'on fait tout le temps. Nous savons comment ça fonctionne. Nous savons à quel point ils sont subjectifs. Donc, l'algorithme dont j'aimerais vous parler, c'est le dîner que je prépare tous les soirs pour mes enfants. Les algorithmes utilisent des informations tirées du passé. On regarde ce qui a fonctionné dans le passé. On cherche donc quand ça a fonctionné, quelles étaient les conditions préalables et est-ce que si on reproduit ces conditions, est-ce qu'on arrivera à une situation réussie? Ce qui veut dire qu'on a besoin de la définition du succès et de conditions utilisées par le passé. Donc, pour le dîner que je prépare pour ma famille au quotidien, ça veut dire quoi? J'ai besoin des ingrédients dans ma cuisine. Et puis, alors, je n'utilise pas tous les ingrédients. Dans ma cuisine, j'utilise des petits paquets de pâtes desséchées que mes ados adorent parce qu'ils ne pensent pas que c'est de la vraie nourriture. Et puis, je n'utilise pas les ingrédients dont je n'ai pas besoin. Ça, ce sont les données que j'ignore de manière volontaire. Et puis après, je me dis, est-ce que ma famille a aimé ce dîner? Et donc, alors, la réussite pourrait être mesurée en fonction du nombre de légumes que mes enfants ont ingurgités. Donc, je n'essaie pas d'imposer un dîner à mes enfants, mais je veux que mes enfants mangent des légumes. En fait, ce que je veux dire, c'est que ceux qui imposent à l'aîné, c'est la personne qui a le pouvoir. Et au sein de ma famille, c'est moi qui ai le pouvoir. Mon fils, ici, est responsable du petit déjeuner. On mange beaucoup de Nutella au petit déjeuner. Quand Facebook décide d'optimiser son système pour obtenir des bénéfices, il ne suit pas la trajectoire de la vérité. C'est optimiser des informations mensongères, par exemple. Et ceux qui développent les algorithmes se cachent derrière le mur de l'autorité que représentent les mathématiques. Et ce sont eux-mêmes qui bénéficient du système qu'ils créent. Alors, je ne voudrais pas vous faire complètement peur, vous
terrifiée parce que je crois que l'on peut faire beaucoup mieux et je vais vous en dire un petit peu plus après. Mais je voulais quand même vous dire que tout ne va pas très bien parce qu'il y a vraiment de très mauvais algorithmes. Je les appelle des armes de destruction mateuse. Ils sont très répandus, ils sont secrets, mystérieux. On ne comprend pas comment eh bien, ils sont classés, notés et ils ont un effet très destructeur sur les gens de la société. Donc, par exemple, il y a Kyle Beam qui a passé un test de personnalité pour décrocher un emploi. Alors, aux États-Unis, eh bien, la majorité des demandeurs d'emploi doivent passer des tests de personnalité. S'ils ne réussissent pas, et ils ne le savent pas, eh bien, ils ne passent jamais à l'étape suivante, c'est-à-dire un entretien avec un humain. C'est juste l'ordinateur qui dit non. Alors, pour ce qui est de ce test, il a reconnu un certain nombre de questions. Il a reconnu les questions, il les avait repérées d'une évaluation de santé mentale auquel il avait répondu alors qu'il avait été hospitalisé pour un syndrome polaire. Donc, il a reconnu cela. Et ça ressemble également à ce qui est utilisé sur Facebook. Donc, il a reconnu les questions et son père, qui est avocat, c'est assez inhabituel d'ailleurs pour quelqu'un qui postule à un poste vraiment à un niveau de rémunération assez bas. Son père est avocat. Son père, avocat, a dit non, c'est illégal. Vous ne devez pas être obligé à passer un test de ce type avec des questions sur la santé mentale. Et donc, eh bien, son père, l'avocat, a lancé une procédure contre 7 entreprises qui faisaient passer ce test de personnalité. Et donc, en fait, non seulement ce test l'a empêché de décrocher ce travail, mais de nombreux autres emplois dans la zone de Atlanta. Et c'est exactement ce que je disais quand je disais que les algorithmes ont un effet destructeur sur la société. Et précisément, c'était l'objectif de la loi sur les personnes handicapées. C'était précisément d'éviter ce type de situation. Donc, voilà ce que peuvent faire les algorithmes que l'on dissimule derrière les mathématiques. Et là, nous avons vraiment eu de la chance de pouvoir identifier ce problème. Ça, c'est Roger Ailes qui a créé Fox News il y a 21 ans. Imaginez qu'on ait créé un algorithme pour Fox News, pour sa politique de recrutement. Si on l'avait fait, si j'avais été recrutée comme scientifique des données à Fox News, j'aurais utilisé les informations qui étaient là sous mes yeux, c'est-à-dire la base de données accumulée pendant 21 années et au cours desquelles donc, les gens cherchaient un emploi à Fox News. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont dit qu'elles avaient été maltraitées, qu'elles avaient été harcelées, donc elles ont quitté l'entreprise. Mais qu'est-ce que l'algorithme va en tirer? Eh bien, l'algorithme va essayer d'identifier des tendances. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé, qui permet vraiment de parvenir à une situation de réussite? C'est quoi? C'est les gens qui ont été promus, qui ont eu une augmentation de salaire, qui sont restés longtemps au sein de l'entreprise, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, il y a un biais au niveau des données. Et si on prend cet algorithme et on l'applique à des candidats, eh bien, l'algorithme mettrait de côté complètement les femmes, puisque d'après cette série de données, les femmes sont des échecs, représentent des échecs. Or, les algorithmes ne rendent pas une situation équitable. L'algorithme vraiment automatise le passé, automatise le statu quo. Si le statu quo est parfait, ça ne poserait pas de problème. Mais les algorithmes sont résolument tournés vers l'avenir. Ils ne font pas évoluer la société, à moins que l'on ne fasse, à moins que, eh bien, alors, si on utilise les techniques d'apprentissage de manière aveugle, on ne fera que répéter les erreurs passées. Dans chaque ville, dans chaque grande ville des États-Unis, on utilise eh bien, un système pour ce qui est des arrestations. En fait, on essaye de voir où ont lieu les arrestations précédentes pour essayer de prédire où auront lieu les prochains délits. Mais imaginez ce que ça fait. Imaginez toutes les données que l'on peut tirer des bases de données historiques sur les arrestations. C'est très biaisé. C'est vraiment c'est très ciblé au niveau des quartiers les plus défavorisés. Donc, ça veut dire qu'en utilisant ces algorithmes, eh bien, on ne fait que propager eh bien, ce cycle. Et on pourtant le qualifie de scientifique. Et c'est ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant de
répéter le passé, c'est au contraire de l'exacerber. C'est-à-dire qu'on y fait trop confiance à ce système. Il faut arrêter de faire autant confiance aux algorithmes. Alors, à l'heure actuelle, il y a des sciences, ça c'est sorti de Stanford, Kuczynski, qui a construit un algorithme et il dit que cet algorithme, en fonction du visage de la personne, permet de savoir si cette personne est ou non homosexuelle. Moi, je ne suis pas persuadée que ça fonctionne aussi bien qu'il l'affirme. Mais imaginez comment ça pourrait être utilisé ailleurs, dans d'autres pays, pour, à des fins de répression sur la base d'orientation sexuelle. Alors, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment nécessaire que ça fonctionne parce que nous ne demandons pas des preuves scientifiques que quelque chose fonctionne et que ça a un impact positif pour la société. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais faire passer ici, c'est qu'il faut vraiment établir des normes. On a vu ce que ça pouvait donner et il faut donc des normes qui s'appliquent à ces algorithmes. Donc, vraiment demander des preuves que l'algorithme fonctionne de façon équitable. Et puis, nous avons également aux États-Unis l'ICE, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel. En fait, le but, c'était de développer un logiciel permettant d'identifier les terrorismes. C'était donc vraiment de passer au radar toutes les demandes des réfugiés pour essayer d'identifier les terrorismes. En tout cas, donc ces algorithmes vont être développés. Et est-ce qu'il y aura quand même une vérification de ces algorithmes? Pourquoi est-ce que nous devrions leur faire confiance au-delà du fait que ça s'appelle algorithme? Il faut plus de preuves. Alors, et il faut que les scientifiques spécialistes des données arrêtent de se considérer comme des techniciens purs. Et il faut qu'ils reconnaissent que ce qu'ils font a un impact sur la société. Donc, qu'il y a des obligations éthiques. Alors, j'y crois, mais je ne crois pas que ce soit efficace. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes parfaitement éthiques qui travaillent au sein des entreprises où le modèle commercial le modèle commercial de ces entreprises est tout simplement pas éthique, et donc on ne peut rien faire. On ne peut pas tout simplement demander aux scientifiques de rendre ce domaine éthique. Alors, on a trouvé beaucoup d'exemples de profilage illégal dans la publicité. Ça sort d'un rapport qui montre qu'il était possible de faire de la publicité, la publicité immobilière, mais sans cibler la population noire, ce qui était illégal. Et puis, il y a aussi toutes les campagnes politiques ciblées qui nous montrent finalement ce que nous voulons voir. Ce qui veut dire qu'ils en savent plus sur nous que nous-mêmes sur nous. Il y a vraiment une asymétrie de l'information qui ne s'arrête pas, ou du moins pas aux États-Unis dans la réglementation. Alors, qu'est-ce que l'on devrait faire? Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout, mais au moins, il faudrait expliquer pourquoi ils sont classés comme ils le sont, que ce soit le crédit ou une note à un test qui nous empêche d'avoir accès à un emploi ou de souscrire une assurance. Si c'est quelque chose qui nous empêche d'exploiter une opportunité dans notre vie, il faudrait absolument expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est utilisé et si une erreur est commise, il faudrait pouvoir la corriger. Et donc, on devrait demander au moins comment ces algorithmes fonctionnent. Et d'ailleurs, il y a eu une étude récente qui montre que tous ces logiciels de reconnaissance faciale marchent bien mieux sur les blancs que les noirs. Et c'est vraiment la question clé. Or, les entreprises qui ont construit ces algorithmes ont déjà testé ces algorithmes. C'est vraiment honteux de nous dire que nous n'avons pas de normes par rapport à ces tests scientifiques dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Many thanks, Cathy. Many thanks for this very interesting. Merci, Cathy, pour cette présentation très, très intéressante. Il nous reste quelques minutes pour vous poser quelques questions. Très rapidement, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour lutter contre ces types d'algorithmes? Où commencer et à quoi s'attendre? Alors, il existe 3 types de tests que l'on peut effectuer. Enfin, 3 choses qu'on peut faire pour la réglementation. Premier test, avant de lancer un quelconque algorithme puissant
de le mettre en place, il faut demander la preuve qu'il est plus performant, plus efficace que le processus humain. Croyez-le si vous le voulez, mais un grand nombre d'algorithmes sont en fait utilisés sans même que l'on vérifie si l'algorithme vaut mieux ou non que le système qui est déjà en place. Donc on a un traitement scientifique de base qui est opposé à un cadre de contrôle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut absolument ces tests agrégés pour voir qui ne rentrent pas dans le cadre de ces algorithmes. Est-ce que ce sont les femmes qui sont exclues? Est-ce que ce sont les immigrants qui ont de moins bons résultats? Est-ce que ce sont les personnes qui ont des handicaps dans le domaine de l'apprentissage, par exemple? Voilà. Il faut absolument définir nos critères de réussite, de succès, pas seulement pour ceux et celles qui ont mis en place ces algorithmes et qui les ont conçus, mais pour tout le monde, pour le grand public, pour tous les acteurs impliqués. Et puis troisièmement, il faut envisager les conséquences à long terme de nos algorithmes, absolument. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On met en place ces algorithmes, enfin, les grandes entreprises de la technologie balancent ces algorithmes à droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils leur apportent du profit et non pas pour leurs avantages à long terme sur le bien-être de la société. Donc c'est à ça qu'il faut penser, aux externalités et au long terme. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous.